Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous introduire aux structures en arc, discuter de leur forme et d'un problème très important qui les concerne, qui est leur stabilité. Nous commencerons avec un arc avec deux charges. Nous résoudrons son équilibre. Nous verrons que c'est très similaire à ce que nous avons fait jusqu'ici avec les câbles. Nous ferons quelques comparaisons, puis nous verrons que la stabilité, respectivement l'instabilité des arcs, est ce qui les différencie énormément des câbles, et nous verrons comment choisir de manière adéquate la forme à donner à un arc. Dans cette vidéo, vous voyez un arc très simplifié constitué de 3 éléments rectilignes en bois sur lequel j'applique 2 charges symétriques de 10 newtons que vous reconnaissez, et cette structure est en équilibre. Nous allons maintenant résoudre cette structure et de manière symétrique, je vais aussi résoudre ce que nous avons déjà fait il y a très longtemps, le cas de la structure en câble qui est symétrique à cette structure en arc. C'est assez instructif. Commençons par la structure en câble que nous connaissons bien. Donc nous avons une charge de 10 newtons en haut et puis une charge de 10 newtons en bas. Si nous regardons un sous-système à gauche, nous avons un élément rectiligne horizontal, un élément incliné, la charge de 10 newtons, et l'équilibre de cet élément sera obtenu en ayant une ligne horizontale qui correspond au segment de droite dans la construction, et puis une ligne inclinée qui correspond au segment qui monte vers l'appui de gauche. Donc on connaît bien cette construction. Donc on obtient l'effort dans le tronçon horizontal et l'effort dans le tronçon incliné, ce qui nous donne des efforts de traction parce que ces efforts tirent sur le sous-système. Ça, c'est la contribution du sous-système bleu ciel. Si nous faisons de même pour un sous-système orange à droite, eh bien son équilibre sera obtenu en utilisant l'effort dans la partie horizontale du câble dans l'autre sens, la force de 10 newtons, et puis finalement l'effort incliné. Je dessine rapidement le sous-système à côté. Une partie horizontale, une partie inclinée, la charge de 10 newtons, et les deux efforts qui sont parallèles aux efforts dans le système de Cremona dans le diagramme de Cremona et qui ont la même orientation, sont deux efforts de traction. Donc toute notre structure est en traction. Et puis si nous regardons l'équilibre dans l'autre sens à chaque appui, à gauche, à droite, je ne vais pas faire les sous-systèmes correspondants, vous pouvez les faire si vous le souhaitez, mais on l'a déjà fait dans le passé. On obtient une composante verticale qui vaut 10 newtons et une composante horizontale qui a une certaine valeur. Et si on les reporte dans le système réel, on a donc ici à droite une force d'appui verticale et une force d'appui horizontale, et puis de même à gauche. Regardons maintenant ce qui se passe pour l'arc. Nous avons toujours la charge de 10 newtons, comme précédemment. Puis nous allons avoir une composante horizontale, puis une composante inclinée. On va prendre l'inclinaison ici.
Donc ça va nous donner une force qui pousse vers la gauche et une force qui pousse vers le haut. Si je redessine maintenant le sous-système correspondant, j'ai donc une partie horizontale, une partie inclinée et une charge de 10 newtons. J'ai maintenant un effort qui pousse sur le sous-système en montant vers la droite. C'est un effort qui pousse sur le sous-système, donc c'est un effort de compression. Et de même, dans la partie horizontale, j'ai un effort horizontal. Donc, je peux redessiner en bleu ces efforts dans le sous-système. Je peux identifier le sous-système bleu ciel ici. On voit que par construction, les efforts sont exactement les mêmes qu'auparavant, mais ils ont changé de signe. Ce sont devenus des efforts négatifs de compression. Si on regarde le sous-système de droite, un tronçon horizontal, un tronçon incliné et une charge de 10 newtons. On va réutiliser le tronçon horizontal, introduire la deuxième charge de 10 newtons. Et là, je dessine directement en bleu, mais on va le vérifier. On obtient un effort de compression dans la partie qui monte vers l'appui. Et clairement, cet effort va dans cette direction. Il pousse sur le sous-système, donc il est en compression. De même pour l'effort ici. Et on peut identifier la contribution de ce sous-système au diagramme de Cremona. On va regarder un petit peu plus en détail maintenant la contribution de ce qui se passe aux appuis. On a donc un élément et puis le début d'un appui. On a un effort de compression qui agit ici. Et pour qu'on soit en équilibre, on va avoir une force d'appui verticale comme ça et une force d'appui horizontale comme ça. On va le vérifier dans la construction de Cremona pour l'appui de gauche. Donc on a la force inclinée dans l'autre sens. Puis la force d'appui verticale. Puis la force d'appui horizontale qui pousse vers la droite. Donc on a ici une force verticale et ici une force horizontale qui pousse vers l'intérieur de la structure alors qu'avant la force horizontale tirait vers l'extérieur de la structure. On peut faire de même l'appui droite avec une compression que dans le diagramme de Cremona on utilisera dans l'autre sens. Puis une force d'appui horizontale qui pousse vers la gauche et une force d'appui verticale qui pousse vers le haut. Donc on aura une force d'appui verticale vers le haut et une force d'appui horizontale vers la droite, qu'on peut reporter dans le diagramme de la structure réelle. On peut identifier la contribution des divers sous-systèmes au diagramme de Cremona. Voilà, c'est tout. Donc, si vous savez résoudre un câble, vous savez résoudre un arc. Je ne vais pas faire une leçon très longue. On peut arrêter là. Pas tout à fait. Sinon, j'aurais peut-être même commencé par les arcs. Il y a un petit détail. Regardons cette vidéo. Sur l'arc qu'on a vu tout à l'heure, j'ai ajouté une force à droite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Catastrophe, l'arc s'est effondré. C'est la première fois qu'on a un effondrement. Jusqu'à présent, lorsqu'on rajoutait un câble, une charge sur un câble, le câble il changeait un peu de forme et puis il était très content. Il n'y a jamais rien eu qui s'est cassé. Là, la structure réellement s'est effondrée. Et potentiellement, c'est dangereux. Donc là, on a quelque chose qui n'est pas la même chose que ce qu'on avait jusqu'à présent avec les arcs. Regardons, on a un petit peu plus de détails. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ajoute une force sur un câble qui est soumis à 2 fois 10 newtons et puis sur un arc qui est aussi soumis à 2 fois 10 newtons. Je vais rajouter une charge de 10 newtons
à droite dans les deux cas. Qu'est-ce qui se passe dans le câble? On le sait déjà, on l'a déjà vu. Ce qui se passe, c'est que le câble va descendre un peu à droite, monter un peu à gauche. Donc changer de forme, hein, ça c'était un des problèmes qu'on avait identifié avec les câbles, c'est-à-dire qu'ils bougent beaucoup. Et puis c'est tout. Maintenant, on a bien remarqué que la construction de l'arc, c'est la forme miroir de la construction du câble. Alors faisons un miroir. Ce que ça veut dire, c'est que la forme de l'arc, lorsqu'on ajoute une force, devrait être celle-là. Ça, c'est la forme du polygone funiculaire des charges. On pourrait le calculer, mais il est ainsi. Par contre, lorsqu'on rajoute une charge à droite, le point ici à droite, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut descendre. Il ne veut certainement pas monter. Or, il faudrait qu'il monte pour que l'arc change de forme. Ça, c'est une différence fondamentale qui nous fait entrer dans la vraie problématique des arcs. Si l'on ajoute une force sur un câble, le polygone funiculaire, c'est-à-dire le câble, change de forme et suit les charges appliquées. Donc la structure, elle est toujours stable. En fait, on n'a jamais parlé de stabilité parce qu'il ne pouvait pas arriver un problème. Sauf si on mettait tellement de charge qu'on arrivait à casser le câble, mais autrement, il n'y a pas de problème. Si on ajoute une charge sur un arc, le polygone funiculaire s'écarte de la structure, on a vu qu'il monte, et la structure elle-même, elle ne change pas de forme. Songez un instant à un arc en pierre, il ne peut pas tellement changer de forme, en tout cas pas de la façon dont un câble change de forme comme nous l'avons vu. La conséquence de cela, c'est que nous avons une instabilité. Les arcs sont fondamentalement instables. Les vidéos qui vont suivre dans cette leçon auront pour but de montrer comment on peut choisir correctement la forme d'un arc et s'assurer que justement on n'a pas de problème de stabilité. Je vous rassure quand même sur la stabilité, on a des anciennes constructions qui datent des Romains par exemple ou du Moyen-Âge qui utilisent des arcs et qui ne se sont pas effondrés. Donc le fait qu'un arc soit potentiellement instable ne veut pas dire qu'il va s'effondrer. Mais il faut faire un peu attention. Cette vidéo montre comment on peut conserver la symétrie, l'effet miroir entre le câble et l'arc si on rajoute une charge. J'ai rajouté une charge d'abord sur le câble au tableau noir, lui il a changé de forme automatiquement, puis j'ai rajouté une charge sur l'arc au premier plan, et en montant le point où j'ai ajouté la deuxième charge, et en lui donnant une forme symétrique par rapport à celle du câble, alors j'ai eu une solution stable. C'est joli, mais en général, on n'a pas quelqu'un qui va gentiment nous changer la forme de l'arc, donc on ne peut pas se baser sur cette méthode. Alors, quelle est la forme idéale que devrait avoir un arc? On a vu que c'était la forme miroir de celle d'un câble. Effectivement, ici, vous regardez la forme inversée du Golden Gate qu'on a déjà vu auparavant, et puis on le compare ici à droite avec un pont de l'ingénieur suisse Robert Mayer, et on voit une forme très similaire. J'utilise l'appelette I-Cremona pour démontrer la forme idéale d'un arc. On voit qu'il y a un appui ici, un autre là. J'applique des charges là où il y a les piliers qui descendent du tablier vers l'arc, et puis là où je ne les vois pas, je devine où elles devraient être. J'introduis ces charges, ça c'est bon. Ensuite, j'active le polygone funiculaire et puis je lui donne la bonne forme.
et on voit tout de suite que effectivement c'est la forme, la même forme qu'on avait obtenue typiquement pour un pont suspendu qui est correcte pour un arc avec beaucoup de charge. Donc c'est une parabole dans le cas présent, une parabole du second degré. En règle générale, on utilisera la forme du polygone funiculaire sous les charges permanentes pour définir la forme de l'arc. Encore une fois, ici on a un arc par Christian Menne dans les Grisons. Là aussi c'est assez clair où les charges agissent. Et la forme initiale de l'arc est définie par les charges permanentes, le poids de la structure, essentiellement le poids du tablier parce que l'arc n'est pas très lourd, mais évidemment, lorsqu'on fait un calcul fin, on tient compte de tous ces poids. Pour éviter le problème de l'instabilité, il est nécessaire que le polygone funiculaire soit en tout temps à l'intérieur de la matière. Je vais vous montrer un exemple de cela tout à l'heure. Et pour cela, on définira l'épaisseur de l'arc sous l'influence des charges variables. Donc, les charges variables nous servent à déterminer l'épaisseur de l'arc. Cette appelette montre le pont sur la Salginatobel de Robert Maillard, un pont qui, vous voyez, n'a pas une forme très classique, il a une épaisseur qui est variable. Sous l'effet des charges permanentes, on peut lui trouver cette forme. En fait, les efforts vont toujours passer par ce point ici en haut, donc je vais refaire la résolution en définissant que les efforts doivent toujours passer par ce point rouge. Vous allez voir l'influence que cela va avoir. Je rajoute maintenant une charge variable assez importante. Par exemple, ça peut simuler un camion, et puis je la fais se déplacer sur le pont. Regardez ce qui se passe avec le polygone funiculaire bleu, aussi bien dans la partie gauche que dans la partie droite. Il tend à monter sous la charge. Souvenez-vous, j'avais dit que l'arc devait monter là où on appliquait la charge, et puis à descendre de l'autre côté. Mais en tous les cas, sur toute la longueur du pont, grâce à la forme qui lui a été donnée, le polygone des forces reste en tout temps dans le béton. Cela veut dire que notre structure sera stable. Dans cette vidéo, j'ai introduit la forme et la stabilité des arcs. J'ai montré qu'il y a une grande similarité au niveau de la résolution en statique graphique avec ce qu'on a fait avec les câbles. Donc c'est relativement simple puisqu'on a déjà de l'expérience. Par contre, à cause du phénomène d'instabilité, la forme à donner aux arcs est très importante, de même que leur épaisseur. Il est important de considérer les charges permanentes pour définir la forme principale de l'arc et les charges variables pour en définir l'épaisseur.